Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, sachant qu'on est dans une période un petit peu particulière, alors on essaye de recommencer un cycle de vidéos, à la fois sur les matériels et puis à la demande d'un certain nombre de clients sur un certain nombre de choses techniques. Mais en préambule, bien évidemment, vu la situation actuelle, je pense que c'est un minimum que de faire un petit message à tous les gens qui au jour d'aujourd'hui mouillent la chemise pour essayer de sauver la situation. C'est-à-dire bien évidemment tous les personnels hospitaliers, que ce soit médecins, infirmières, aides-soignants et autres, hein, parce qu'on sait tous qu'ils sont en train de faire vraiment le maximum pour essayer d'endiguer l'épidémie. Et également aux forces de l'ordre, parce que mine de rien, pour faire que les choses continuent de tourner à peu près rond, il faut un minimum d'ordre, voilà, sans aller dans l'excès non plus, mais voilà, c'est important. Et donc tout ce qui est policiers, gendarmes, les militaires, bien évidemment aussi les pompiers, hein, qui sont en première ligne, les policiers municipaux, etc., qui sont tous effectivement sur le tarmac en ce moment. Et c'est d'ailleurs ces gens-là qui en fait, en ce moment, nous donnent, entre guillemets, beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que, comme me le disait un client hier, et c'est lui qui en fait a fait le déclic pour que je tourne cette vidéo-là, et il nous a contacté, et il me dit, j'ai regardé partout sur le web, je trouve effectivement plein de choses, mais malheureusement des vidéos en langue française claire qui expliquent bien ce qu'est un gilet pare-balles, ce qu'est une plaque céramique, ce qu'est ce genre de choses, on n'en trouve pas des masses. Il y a les vôtres, elles sont très bien, mais il n'y en a pas une généraliste qui explique un petit peu, ok, c'est quoi un gilet pare-balles, c'est quoi la réglementation, c'est quoi les levels de protection, etc. Quelle est la différence entre un pack souple et un pack rigide, etc. Voilà. Alors vous me direz, effectivement, il y a plein de gens qui diront, ah ouais, mais gilet pare-balles, on s'en fout actuellement, puisque bon, le plus important, c'est d'avoir des gants, des masques, du gel hydroalcoolique. C'est vrai. Sauf que, encore une fois, les gens qui, il y a encore quelques temps, étaient les cons du dîner de cons. C'est-à-dire quand on faisait un dîner de cons, on invitait qui? Un survivaliste, hein, parce qu'ils sont trop marrants, ces gens-là. Et puis d'un seul coup, encore une fois, le survivaliste, ou moi je préfère le terme de citoyen prévoyant et responsable, parce qu'en général, vous verrez que si vous creusez un peu, vous découvrirez que ce sont des gens qui sont des gens prévoyants, et puis que ce sont surtout des gens, en général, très responsables, d'abord d'eux-mêmes, et ensuite souvent vis-à-vis des autres. Et donc ces gens-là étaient largement ridiculisés, et puis se positionne ce problème de pandémie. Ah, surprise, d'un seul coup, tout ce qu'ils disaient, non, en fait, c'est pas du flan, ça peut arriver. Et ça peut arriver avec des conséquences, y compris économiques importantes, hein. Vous avez vu les bourses, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, on n'a pas encore vu l'impact économique qu'il va y avoir sur les petites et moyennes entreprises qui sont quand même extrêmement importantes en Europe, et on n'a pas fini d'en peser les conséquences directes, et également les conséquences sociales. Et quand vous appliquez, ne serait-ce que par rapport à votre sécurité personnelle, ce qu'on appelle une méthode de raisonnement tactique, c'est-à-dire, en fait, la capacité à structurer votre pensée pour pouvoir résoudre un problème de sécurité personnelle. Dans ces concepts de MRT, de méthode de raisonnement tactique, il y a entre autres le concept des 3 A. C'est-à-dire, j'ai déjà écrit sur un post sur Facebook, il y a analyser la situation pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Alors sans jouer Madame Irma, bien évidemment, hein, mais on peut, à partir d'un certain nombre de statistiques, d'événements qui se sont déjà produits, qui sont similaires, etc., on peut arriver à se dire, ah tiens, il y a de fortes chances que ça parte dans ce sens-là, pour agir. Voilà, pour agir de façon à ne pas être surpris, ne pas réagir. Quand on réagit, c'est après qu'il soit passé quelque chose. Ok? C'est quand le coup de poing est déjà parti qu'on réagit. Le but, là, c'est d'éviter de faire face au coup de poing. Et donc, dans cette logique-là, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui, au jour d'aujourd'hui, anticipent, y compris ce que j'appelle maintenant, et c'est pas du tout péjoratif, les primo-survivalistes, c'est aussi à eux que cette vidéo est dédiée, c'est-à-dire des gens qui, d'un seul coup, ont mis les doigts dans la prise, ont compris qu'il se passait quelque chose, ont compris qu'il fallait être responsable, ont compris qu'il fallait être prévoyant, ont compris qu'il fallait être autonome dans une certaine mesure, et donc à ce moment-là, qui d'un seul coup commence à s'intéresser à tous ces sujets-là, mais qui malheureusement manquent parfois sur certains sujets un peu pointus comme les nôtres, tout ce qui est protection balistique, d'informations concrètes, claires, nettes, précises. Je vais essayer de l'être, je suis pas parfait, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Pourquoi? Alors pourquoi effectivement? Tout simplement parce que ces gens-là, en analysant, en anticipant, ils se disent il y a de fortes chances qu'il y ait de gros remous sociaux. Il y a déjà une explosion, entre guillemets, relative de la violence. C'était déjà très tendu au niveau violence. On a vu que le nombre des... des atteintes aux forces de l'ordre, les violences sur les gens avaient déjà explosé ces derniers mois. Et c'était bien avant qu'il y ait une pandémie. Là, tout le monde confiné, ça commence un peu à péter les plombs à droite à gauche.
et on n'en est qu'à quelques jours de confinement. Donc effectivement, bien sûr, le mieux c'est que tout le monde garde son calme, que tout le monde prenne un bouquin, s'apaise, fasse de la méditation, etc. Mais malheureusement, on sait très bien qu'il y a des cas où ça va pas être possible. Et à ce moment-là, tôt ou tard, on se retrouve en situation de défense personnelle, défense de soi-même, de sa famille, de son domicile, etc. Les forces de l'ordre se retrouvent exposées à des menaces qui grimpent crescendo. Et donc à ce moment-là, l'équipement de protection dont vous pouvez bénéficier à titre individuel, que ça soit gilet pare-balles, comme ça, que ça soit casque balistique, que ça soit bouclier, voilà, bouclier type Defender, etc., sont des choses qui vont être critiques. Sauf que, il faut choisir, et que si on n'a pas des connaissances techniques, comment on va faire? Voilà, quand vous commencez effectivement à vouloir choisir une nouvelle voiture, tout le monde sait qu'une voiture c'est un 4 roues, un moteur, etc. Mais vous vous intéressez quand même un petit peu à la chose. Diesel, essence, monospace, compact, etc. Là c'est exactement le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous donner un minimum de clés générales, de façon à ce que vous sachiez à peu près qu'est-ce qu'il faut regarder, comment il faut le regarder, et que vous ayez un seuil minimal de culture dans ce secteur-là. Voilà, sachant que vous pouvez encore trouver après plein d'autres choses sur internet, etc., à gauche à droite, mais il y a vraiment de tout à boire et à manger, et donc c'est là qu'on essaye de recentrer un petit peu le débat. Voilà, donc la suite, maintenant, juste après. Ok, donc de retour. Alors, on va attaquer le vif du sujet. Alors, dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est sur ce type de matériel, c'est le cadre légal. En France, vous avez peut-être découvert, si vous êtes intéressé dernièrement au sujet, etc., en France, les armes sont très réglementées. Okay, on n'est pas au Texas où on rentre dans une armurerie, on ressort avec un gun comme ça. En France, vous n'avez plus accès à rien si vous n'êtes pas chasseur ou licencié FFT. Bon, il y a un cadre spécifique puisqu'il y a une réglementation des armes et matériel de guerre qui existe en France et qui définit qui a droit à quoi, quand et comment. Dans le cadre des gilets pare-balles, c'est quand même beaucoup plus simple, comme c'est un matériel de protection. C'est pas quelque chose d'agressif, c'est quelque chose qui sert à se protéger. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, heureusement pour nous, les gilets pare-balles sont en vente libre. Ils sont en vente libre, ils sont en transport libre, c'est-à-dire que vous pouvez le transporter librement, vous pouvez le porter librement, vous pouvez le détenir librement. Voilà, aujourd'hui, c'est considéré comme un EPI, souvent je dis au même titre qu'un casque de chantier. Voilà, pour effectivement pouvoir se protéger soi-même. Donc déjà, voilà, achat, vente, détention, transport, libre. Voilà. Donc profitons-en pour l'instant, puisque, bon, il n'y a pas très longtemps, il y avait des discussions au niveau européen pour réglementer les gilets pare-balles, bien évidemment, puisque tout ce qui peut en général permettre de se protéger soi-même, c'est le mal. Donc voilà. Mais pour l'instant, encore une fois, en France, on n'est pas trop mal. Donc, voilà pour le cadre légal. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut effectivement acquérir ce type de matériel, le détenir, l'avoir avec soi, et donc justement c'est un qui est important parce que quand on va l'avoir, on va se déplacer. On l'a pas que pour la défense de son domicile. On peut être amené à utiliser des systèmes comme des plaques qui se mettent dans les sacs à dos, on verra ça tout à l'heure en fin de vidéo, qui peuvent vous permettre d'être protégé au quotidien, parce qu'il n'y a pas que à certains endroits, on ne sait jamais quand est-ce que quelque chose va arriver. Il y a certains cas où on voit venir, mais il y a d'autres cas où effectivement on ne le voit pas venir, et donc si on n'a pas le système avec soi, voilà, c'est comme une trousse de secours, il faut que vous ayez une trousse de secours avec vous quand vous vous déplacez, même au quotidien, pour aller au travail. On ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Donc voilà, moi j'ai un ami instructeur en Belgique qui a eu un couple qu'il avait formé, qui se retrouvait dans le métro à Bruxelles quand il y a eu les explosions. Et le mari a sauvé sa femme grâce à ses connaissances techniques. Voilà, et ça n'a pas prévenu, on les a pas appelés en disant les gars, à 12h30, ça va péter dans le métro où vous allez être. Vous n'êtes jamais prévenu. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des matériels qu'on puisse avoir avec soi, avoir à portée de main quand le besoin se fait sentir. Après, chacun gère à son niveau qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait. Donc voilà pour le cadre légal. Alors, ensuite, effectivement, un gilet pare-balles, à la base, ça protège des balles. Voilà, mais pas seulement, ça protège également aussi des couteaux. Alors, juste pour vous montrer ici, on va avoir ici une petite réglette qui va vous permettre de voir un petit peu. Alors c'est celle que j'utilise quand je donne encore de temps en temps des cours. Donc on va partir ici d'éléments qui sont ici le 22 long rifle. Là, une munition qu'on trouve quasiment plus, le 6,35. Ça, c'est une vieille 9 mm à blanc. Ça, c'est une vieille munition qui était utilisée il y a encore quelques années par la gendarmerie. Une vieille munition aussi qui n'est plus en service de 38 spécial police.
Là, c'est une 357 Magnum Hydrashock. Alors, vous allez voir tout de suite que par rapport ici à une ogive classique, tout à fait normale, blindée standard, vous voyez déjà qu'on est avec un projectile beaucoup plus technique, avec une ogive polymétallique, avec des systèmes d'encoche qui permettent à la balle de champignonner, de s'ouvrir quand elle va taper, etc. Ça, c'est une antiquité, c'est une THV, c'est une munition française extrêmement performante. Bien évidemment, comme c'est français, on a arrêté de le fabriquer, c'est normal. Ça, c'est la fameuse 44 Magnum, vous voyez, qui fait effectivement frémir plein de gens dans les films. Alors, vous voyez le 44, vous voyez le 22 long rifle, vous voyez quand même, hein, là, vous n'en voyez pas du tout la même chose, hein, là, vous avez un vrai cendrier volant. Hein. Le fameux 45 1143, hein, le fameux calibre du Colt 45. Et voilà. Et là, on s'arrête. Je dirais que là, je m'arrête là, ici. Vous avez tout ce qui est armes de poing. Voilà, ça, c'est avec tout ce qui va être armes de poing. Et ensuite, on va rentrer dans tout ce qui va être les calibres d'armes d'épaule. Alors évidemment, il n'y a pas tous les calibres du monde, hein, mais c'est une réglette didactique. Hein. Vous avez des calibres extrêmement sophistiqués, comme celui-ci, hein, c'est le 5.7, c'est le calibre du P90. Alors P90, vous allez dire, oh, moi j'y connais rien. Bah regardez la série Stargate. Stargate, ils ont une espèce de petit pistolet mitrailleur très compact, futuriste. Bah en fait, c'était le P90. Après, vous avez des munitions très classiques comme le 5.56. Ici, le 5.56, c'est le calibre du FAMAS français, c'est le calibre du M16 M4, c'est le calibre d'énormément de fusils d'assaut à travers le monde, c'est un des calibres réglementaires de l'OTAN. Juste à côté, vous avez la fameuse calibre, bah, le 7.62 Kalachnikov, AK-47, 7.62 par 39. Donc vous voyez déjà que vous avez des ogives par rapport, vous voyez, pareil, à une 22, vous avez une ogive qui a une quantité de poudre qui est quand même déjà impressionnante. Là, vous êtes sur des projectiles qui vous arrivent dessus à 800 mètres par seconde, 900 mètres, 1000 mètres par seconde, alors qu'un calibre d'arme de poing, ici, c'est des calibres qui vont à 400 mètres par seconde, 300 mètres par seconde. Donc on a une vitesse initiale qui est extrêmement élevée. On verra tout à l'heure que c'est pour ça qu'il faut des inserts en céramique ou en polyéthylène spéciaux pour les arrêter, parce que sinon ça passe au travers de pas mal de choses. Les carrosseries de voitures, ça perfore les murs dans les maisons, enfin voilà. Vous avez ici le 7.62 OTAN ce coup-ci, donc là on avait le 7.62 Kalash, là on a le 7.62 OTAN, qui est utilisé principalement dans les mitrailleuses lourdes ou les fusils de tireurs d'élite, hein, les fameux fusils de sniper. Ici les chasseurs reconnaîtront bah, les bonnes vieilles cartouches de calibre 12, donc ici Brenneck, ici Chevrotine, et puis là, deux cas extrêmes, le 12.7, alors évidemment quand vous regardez par rapport au 7.62 ou au 5.56, bah, c'est le fameux calibre du .50, la fameuse mitrailleuse lourde, qu'on voit sur les tanks, sur les aéronefs, etc. Et puis là, je l'ai mise derrière parce que j'avais plus de place. Ça, c'est une munition particulière, c'est une munition de l'AK-74, qui est une munition, le 5.45, qui est une munition extrêmement destructrice, très particulière, qui est en fait la munition qui équipe l'arme qui est apparue dans l'armée soviétique après l'AK-47, mais qui depuis, ils sont revenus au calibre initial du 7.62 russe classique. Mais là, c'est un autre débat, ça fait l'objet d'un... Il y aurait carrément une vidéo complète à faire sur calibre du pacte de Varsovie contre calibre de l'OTAN, etc. Donc c'est encore autre chose. Mais ça, c'est pour vous donner une idée rapide, parce qu'il y a des calibres, il en existe des milliers, des munitions, il en existe des centaines. C'est pour vous donner une petite idée, voilà, entre la différence quand même entre la taille d'une munition d'arme de poing, hein, ici, là, voilà, et puis quand on commence à passer là au fusil d'assaut, on voit tout de suite que c'est pas du tout la même musique, quoi. Et ça, c'est important à comprendre en notion basique, qu'on va être face à des problématiques de physique, c'est-à-dire de vitesse de déplacement, de poids de balle, d'énergie cinétique, etc. Alors, on ne vous mettra pas tout à l'heure des mesures de vitesse et de développement de joules à l'impact, etc., parce que c'est pas le but de la vidéo, mais c'est pour vous dire qu'on est quand même face à des solutions qui doivent être techniques, parce que c'est des problèmes initialement assez techniques quand même. C'est pas uniquement pan, je tire avec un pistolet et puis point final. Même si après ça se réduit à ça. Voilà, donc voilà pour cette partie-là. Donc, toutes ces munitions, elles sont en fait, il faut bien comprendre que quand ça s'est apparu, il a fallu, c'est apparu, les premiers gilets pare-balles, grosso modo, sont apparus dans les années 70-75. On a commencé, alors il y avait déjà des gilets porte-plaques qui étaient apparus en 14-18. Hein. On a toujours eu le concept de la cuirasse face à la flèche, etc. Hein. Ça c'est, voilà, hein, vous reprenez les Spartiates, vous reprenez depuis l'Antiquité. Bon. Ramené à nos problématiques, dès la guerre de 14-18, il y a eu des systèmes de porte-plaques métalliques. Parce qu'on n'avait pas encore les matériaux composites, on n'avait pas le Kevlar, on n'avait pas le PEHD, on n'avait pas le Dynéma, on n'avait pas tout ça. Donc ils ont utilisé des systèmes de housse leur permettant de porter des plaques métalliques pour effectivement se protéger des tirs ennemis. Donc c'est pas une idée nouvelle.
Par contre, à partir des années 70-75, commencent à apparaître des matériaux aramides comme le Kevlar et d'autres, et l'armée américaine est une des premières au Vietnam à équiper ses soldats avec des gilets par éclat. Ils ne sont pas encore par balles, ils sont par éclat. Parce que le plus grand nombre de tués était fait par les bombardements et pas par forcément les tirs directs d'un fantassin. Donc voilà, et puis dès les années, fin des années 70, début 80, commencent à apparaître effectivement les premiers gilets. Une des premières entreprises qui a commercialisé des gilets, c'était de mémoire, hein, c'était Second Chance aux États-Unis, qui est un des premiers à commercialiser des gilets, et le gars était très connu parce qu'en fait il est dans les services de police et il se tirait sur lui-même en portant une de ses propres vestes, il se tirait à bout portant dessus. Bon, alors après il y a plein d'histoires sur cette affaire, bon un jour ça a mal tourné mais ça c'est un autre débat. Mais il a eu l'initiative de créer les premiers gilets discrets à destination des forces de l'ordre pour protéger effectivement les gens grâce à ça, parce que effectivement des matériaux comme le Kevlar étaient très innovants, ils sont toujours très innovants, on le verra tout à l'heure, à l'époque. Et donc, à ce moment-là, se pose une problématique, c'est-à-dire que oui, ok, quelqu'un propose un truc, super, mais l'État américain, puisque c'est là où c'est apparu, entre guillemets, parmi les premiers, hein, évidemment il y a eu des gens qui ont fait des choses en Europe, mais voilà où c'est arrivé de manière évidente, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, à l'époque, c'est l'Institut national de la justice américaine, c'est en fait quasiment l'équivalent du ministère de la justice en fait américain, dont ils dépendent, qui est un des rares à avoir un laboratoire de balistique. Hein, on est dans les années 60, 70, 80, ils ont les seuls à avoir ça. Et donc c'est eux qui vont avoir, pour la première fois, quand il va y avoir des volontés d'adopter pour définitivement ce type de veste de protection, ils vont être les premiers à qui on va dire, bah, faites des tests pour vérifier que ça marche bien. Et donc de là est venue la première réglementation, enfin pas réglementation, mais on va dire le premier cadre d'évaluation des gilets, et donc c'est de là qu'en fait est venue les premières normes en fait. Et donc la norme dite NIG, vous allez le voir dans plein de trucs, si vous regardez, vous verrez tout le temps, les gens vous parlent de norme NIG. Pourquoi? Bah parce que c'est la norme américaine, National Institute for Justice. Alors après il y a des numéros de normes, 01, 01, 04, 01, 01, 06, ils l'en ont fait pour tout un tas de choses, en fonction des munitions, en fonction de si vous êtes face à un couteau, etc., etc. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que là on pourrait y passer la journée. Mais ça sert quasiment de référence mondiale. Alors après, certains pays, l'Angleterre, l'Allemagne, ont développé leurs propres normes internes à leur pays. En France, il n'y en a pas. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, quand la police nationale, l'armée française ou la gendarmerie achètent un produit balistique, c'est les laboratoires internes de ces organisations-là qui font leurs propres tests en interne et qui valident en interne la solution ou la valident pas. Voilà. Donc là, pourquoi? Bah parce que ça reste des organismes d'État et que l'État est son propre assureur. Donc à partir de ce moment-là, c'est eux qui valident en interne pour leurs propres agents. En France, à ce jour, il n'y a pas encore. Il y a un projet déjà très abouti de réglementation européenne, entre autres donc sur les EPI et entre autres sur les gilets pare-balles, sauf qu'à ce jour, alors ça bouge tout le temps, donc bon, on ne peut pas tout le temps être au courant de tout, mais dernièrement, les textes étaient prêts, mais c'était les protocoles d'essai qui ne l'étaient pas. Donc à partir de là, un de ces jours, on aura certainement une réglementation européenne avec des protocoles de test européens sur les gilets, et ça servira de nouvelles références pour l'Europe. Mais pour l'instant, c'est pas prêt. Donc pour l'instant, les 3/4 des fabricants mondiaux travaillent avec les standards NIG dans 90% des cas. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'en général, on propose des produits à ce standard-là. Donc c'est ce qu'on va parler. Alors, les standards NIG, on a essayé de vous les synthétiser sur un petit document comme ça. Voilà. Donc, je vais me rapprocher. Je vais essayer de vous présenter ça proprement. Voilà. Tac, j'espère que je suis bien, parce que là on fait des signaux derrière la caméra, en avant, en arrière, à gauche, à droite, voilà. Donc en fait, vous allez avoir différents levels de protection. Alors en fait, comme je vous ai fait la segmentation, il y a les levels qui vont considérer par exemple principalement les armes de poing, et puis ensuite on va passer aux levels qui vont vous protéger contre les armes d'épaule, comme on vient de le voir. Hein. Je ne vous ai pas montré la réglette pour rien, je vous l'ai montré parce que c'était dans le but d'introduire ça, bien évidemment. Au jour d'aujourd'hui, les 3/4 du temps, les produits qui sont présentés, en tout cas pour notre part, c'est du level 3A, parce que c'est le level le plus élevé qu'on peut avoir en protection balistique souple. On va voir tout à l'heure, juste après, de quoi je veux parler. Et donc, effectivement, initialement, on est sur on va jusqu'au 3A. Et ensuite, après, on passe au level 3 et au level 4. Alors, le level 3, c'est principalement
va arrêter toutes les munitions d'armes de poing, va commencer à arrêter un certain nombre de munitions d'armes d'épaule, et il est stoppé, il s'arrête en limite au 7,62 par 51 autant. Voilà, à balle standard. Et ensuite, on saute directement au classe 4. Le classe 4, c'est le deuxième type de plaque qui existe. Même si vous allez voir tout à l'heure, on va parler de plaques intermédiaires qui existent maintenant, mais qui sont liées à des volontés d'industriels et non pas liées à un protocole d'essai spécifique. Ça, je m'expliquerai tout à l'heure là-dessus. Et donc le level 4, qui lui sont des plaques qui sont destinées à arrêter les munitions dites perforantes. Alors, vous allez me dire, oui, mais toutes les balles sont perforantes. Non, toutes les balles ne sont pas perforantes. C'est-à-dire que là, on parle en level 4 d'arrêter des balles anti-blindage. C'est-à-dire, vous avez des balles normales qui ont déjà des capacités de perforation très importantes, mais qui ne sont pas conçues que pour perforer. Voilà. Et là, vous avez des balles en level 4 qui sont des balles qui sont avec des noyaux en carbure de tungstène, par exemple, avec des aciers spéciaux, et qui ont pour but de percer les blindages de véhicules militaires. Voilà, c'est là où la différence se fait. Donc en fait, quand on regarde, on va travailler principalement avec du 3A, on va travailler ensuite directement avec du 3 ou du 4. Sachant que le 3 va correspondre à des protections balistiques les trois quarts du temps souples, ça existe aussi en rigide, mais c'est pas l'objet principal. Et ensuite, dès qu'on va passer en protection balistique rigide, on va être en 3, éventuellement tout à l'heure on parlera de 3+, ou 3++, et 4. Voilà. Donc ça se trouve, mais éventuellement il faudrait faire toute une vidéo spécialement là-dessus, parce que c'est c'est assez complexe. En plus, entre les différents numéros de normes, vous verrez que vous avez ici un numéro de norme qui est la 010106, ici, alors qu'effectivement, il y a par exemple deux normes qui existent, 010104, 010106. Quelle est la différence entre les deux? Et bien tout simplement parce qu'au niveau du laboratoire, ils ont changé le type de munitions qu'ils utilisaient pour l'essai, ils ont rajouté des munitions légèrement plus puissantes, ou ils changent le type de l'ogive par exemple. Et donc ça donne lieu à une nouvelle norme. Le but étant toujours d'adopter une norme qui soit la plus proche possible du terrain. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est une norme américaine et que par exemple dans la 010106, ils testent le gilet par rapport à une munition qui s'appelle la 357 SIG, qu'on ne trouve quasiment pas en Europe, hein, qui est une munition extrêmement confidentielle, qui par contre s'est beaucoup répandue dans les services de police américains. Donc voilà, en France on trouve de la 9 mm, on trouve voilà, du 45, on trouve du 22, voilà, mais du 357 SIG, on n'en trouve quasiment pas. C'est un calibre très confidentiel. Donc à partir de là, effectivement, il y a des fois des normes, alors ce qui n'empêche pas que c'est un calibre très virulent, et que du coup, si votre gilet résiste au 357 SIG, il résistera très très bien à tout un tas de 9 mm qui sont moins puissantes. Mais là, il faudrait faire un cours sur la balistique spécifique de certaines munitions pour compléter. Donc on ne va pas s'aventurer là-dedans aujourd'hui, on reste relativement synthétique. Voilà, donc j'espère que c'est relativement clair à ce niveau-là. Mais Ok, donc là on a vu dans un premier temps tout ce qui était cadre légal. Je vous ai montré très très rapidement, pour vous donner une petite idée, tout ce qui était munitions. Et on a commencé un petit peu à voir tout ce qui était justement une des normes les plus utilisées au niveau industriel, c'est-à-dire la norme NIG, NIG. Et donc là, si vous prenez la vidéo en cours de route, bah, je vous conseille de revenir un tout petit peu en arrière pour avoir l'explication entre les différents levels. Alors, quand on veut se protéger dans un premier temps contre les armes de poing, on a vu tout à l'heure, hein, c'est la première partie de la réglette, on va utiliser principalement des packs souples, d'accord? On va utiliser principalement du pack souple. Alors, par pack souple, en fait, ce qui va être important à l'intérieur de ça, alors un pack souple, ça se présente comme ça, hein, voilà, tout simplement. Vous avez ce type de pack là, et on dit souple pourquoi? Parce que effectivement, on peut le plier, il va être capable de suivre un minimum les mouvements de votre corps, il va être plus confortable à porter. Alors qu'à l'inverse, effectivement, quand vous utilisez une plaque qui est destinée à stopper la K47 comme celle-ci, bah, c'est une plaque rigide, quoi. Voilà, on ne peut pas la plier, donc c'est pour ça qu'elle a une forme limitée, parce que si elle couvrait tout le corps humain, on n'arriverait plus du tout à bouger, on serait complètement engoncé comme avec les cuirasses, moyenâgeuses. Donc, pour reprendre depuis le début, quand on va utiliser un pack souple, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous allez voir que si vous faites quelques recherches, vous allez trouver principalement du Kevlar, d'une part, hein, qui est maintenant connu. Alors le Kevlar, c'est devenu quelque chose qui est utilisé partout, plus uniquement dans l'industrie de pointe. On en a même dans les casques de moto, dans les blousons de moto, on en a dans plein d'endroits, le Kevlar. Donc ça, c'est une fibre aramide au départ, le Kevlar. Et donc le Kevlar, on l'identifie principalement à sa couleur. C'est-à-dire, vous voyez, tout ce qui est Kevlar, alors il y a
il y a le Kevlar effectivement classique, et ben il est jaune canari. C'est une fibre qui est jaune canari, comme ça, tout simplement. Alors, le Kevlar c'est un aramide. Alors on ne va pas rentrer dans l'explication de ce que c'est que les aramides, ce que c'est que les polyéthylènes à haute densité ou à haute masse molaire, etc. Parce que là sinon c'est parti, je vous ai perdu au bout de 3 secondes. Je vais peut-être me perdre moi-même d'ailleurs. Mais principalement ce qu'il faut savoir c'est que sur le Kevlar, le principe du Kevlar, enfin on va dire les avantages et les inconvénients. L'avantage du Kevlar, bah, c'est déjà que c'est un matériau qui est assez ancien, donc du coup on a un grand recul dessus. Le recul c'est très important en matière de protection comme en matière d'armement, c'est-à-dire que le truc qui est tout neuf et qui vient de sortir, c'est pas forcément parce que c'est tout neuf que c'est mieux. Attention, il y a des fausses bonnes idées. Donc le Kevlar, on a un très très bon recul dessus, on sait comment ça vieillit, on sait que c'est sensible éventuellement aux UV, on sait que ça a telle et telle performance au niveau balistique, etc., etc. Comme on aime bien faire des choses transparentes, sachez que le Kevlar, point particulier, ça ne supporte pas l'eau. C'est pour ça que les packs balistiques vous sont livrés, vous voyez, avec cette espèce ici de chemise de protection, hein, en général en plastique, en polyéthylène, qui est thermosoudé ici. C'est-à-dire que si quelqu'un vous vend un pack de Kevlar où vous avez le jaune qui est visible, laissez tomber, votre pack de Kevlar il est bon pour la poubelle. Hein. Le Kevlar ça ne supporte pas l'humidité. Donc, c'est-à-dire que ça perd toutes ses qualités mécaniques dès que c'est trempé, dès que c'est humide. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, si c'est porté contre le corps humain, il y a la transpiration naturelle. Et ben donc on isole le Kevlar avec une couche de protection. Donc demain, vous allez sur eBay ou n'importe qui, vous trouvez l'affaire du siècle avec le type qui vous vend un pack balistique moins cher que moins cher. Premier truc à vérifier, c'est que toutes ces zones-là, et surtout les thermosoudures ici, qu'on voit sur les bords, là, je sais pas, je vais me rapprocher, je vais essayer de vous faire un plan qui tienne la route. Vous voyez, ici c'est thermosoudé, c'est-à-dire qu'il y a une machine qui vient souder ici le pack. À partir de ce moment-là, cette chose-là va sceller le pack dans un environnement qui va être étanche. Ça va être étanche. Donc à partir de là, l'humidité corporelle, ou même si vous prenez une pluie, va pas rentrer, puisque ça, ce matériau de protection est étanche. Ce qui veut dire que quand vous utilisez un pack Kevlar, si vous avez une entaille sur ce type de pack, là par contre, ça veut dire que le pack va être exposé, et que donc le pack c'est poubelle. Eh oui. Alors évidemment, si vous êtes en survivaliste extrême, bah, vous mettez un bout de scotch et puis vous essayez de continuer comme ça. Parce que le pack, le Kevlar va pas non plus se dissoudre en quelques secondes comme un comprimé d'aspirine dans un verre d'eau, quoi. Mais il va perdre ses capacités balistiques ou de résistance. Il va rester très très résistant, mais effectivement, ça va être dangereux. Donc, le Kevlar ne supporte pas. Par contre, avantage, le Kevlar tient extrêmement bien au feu. Hein, il y a beaucoup de protections contre le feu qui sont faites en Kevlar. Et le Kevlar tient très très bien la friction, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'équipement de moto, tient très très bien au feu. Et ça c'est très important, parce qu'effectivement dans des contextes de combat urbain, etc., on est énormément face au feu. Bouteilles incendiaires, explosions, enfin tout ce que vous voulez. Et donc là c'est très important de savoir ça. Donc le Kevlar, gros recul, on sait très bien ce que ça fait, on sait très bien l'utiliser, on sait très bien le doser. Excellente performance balistique, ça reste un des produits les plus utilisés. Il y a également son cousin, le Toiron, qui existe aussi, qui est un aramide aussi. Alors c'est le concurrent qui a fait le Toiron. Le Kevlar c'est du Pont de Nemours, le Toiron de mémoire c'est Asco Nobel. Donc voilà, cherchez pas, voilà, c'est bataille industrielle. Donc identification de la chose, jaune canari, ok, et si effectivement le pack de protection il est endommagé ou que c'est décellé ici, etc., c'est poubelle, hein. C'est poubelle, cherchez pas, c'est que ça marchera pas. Hein. Donc en tout cas vous avez le gros risque que ça passe au travers, parce que vous ne savez pas depuis combien de temps c'est exposé. Même principe, ça reste pas sur la plage arrière d'un coffre de voiture en plein été, en plein mois d'août. Hein. Typiquement le gilet d'intervention qui est braqué sur la plage arrière parce qu'on s'en fout. Voilà, le Kevlar supporte très bien les grandes conditions, le très grand froid, le très grand chaud, mais par contre les UV à répétition, ça finit par altérer la chimie du produit. Et donc là, au bout d'un moment, vous finirez par avoir une mauvaise surprise si un jour vous êtes amené à l'utiliser. Hein. Et si vous utilisez un gilet pare-balles, c'est qu'en général vous êtes dans des situations extrêmes. Donc voilà. Alors pareil, j'en profite pour vous montrer, dans un pack balistique, vous avez effectivement différentes feuilles. Alors je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran.
vous avez différentes feuilles ici qui se superposent, et c'est ça le concept en fait. Hein. Le concept, c'est que la balle va arriver, et elle va percer une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, etc. Et chaque feuille ayant une très grande résistance, la balle va perdre de l'énergie. Et au bout d'un moment, bah, elle va s'arrêter. Voilà, tout simplement. Donc ici, vous avez un nombre de feuilles qui est variable en fonction du level du pack balistique. Hein, vous vous rappelez, on parlait de level 3 tout à l'heure. Et selon les fabricants, bah, effectivement, ou suivant le fait qu'on veut un gilet plus ou moins léger ou plus ou moins flexible, on va jouer sur le nombre de feuilles qui sont présentes. Hein, tout simplement. Après, le pack purement balistique, souvent vient effectivement, suivant les fabricants. Ici, ce fabricant-là, vous voyez, il a décidé de mettre 2 feuilles de polyéthylène supplémentaires pour diffuser l'impact. Et en même temps, un pack anti-trauma derrière, une mousse spéciale, dans le but de diffuser l'impact. Parce qu'évidemment, quand la balle va arriver et va taper là-dedans, ça va se passer en quelques millièmes de seconde. En quelques millièmes de seconde, la balle va décharger toute ton énergie sur le gilet. Il va donc y avoir un effet, comme le gilet souple, de déformation. Et cette déformation, il faut la limiter. Parce que sinon, vous allez avoir effectivement un effet d'impact sur votre corps, derrière. Hein, c'est votre corps qui va encaisser l'impact. Et vous pouvez, dans certains cas, avoir un traumatisme interne. Même si la balle a été arrêtée, vous pouvez avoir un traumatisme interne, effectivement. Il y aura toujours un trauma. À partir du moment où vous portez un gilet souple, il n'y a pas de gilet souple où vous n'aurez pas de trauma. Ça n'existe pas. Ok, vous aurez systématiquement un trauma physique, vous aurez au mieux un très gros bleu, voilà, mais comme si vous aviez pris un gros pet direct, mais par contre vous serez vivant, c'est-à-dire que la balle n'aura pas pénétré à l'intérieur de votre corps. Ça c'est très important. Donc voilà effectivement le principe par rapport à ça. Donc ici Kevlar, la constitution d'un pack balistique. Pourquoi est-ce qu'il faut que le pack balistique soit dans une chemise protectrice étanche? Ça c'est fondamental. Hein, voilà, ça c'est très important. Et donc, à part le Kevlar, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans d'autres matériaux balistiques qu'on va pouvoir utiliser? On va pouvoir trouver des polyéthylènes à haute densité. Alors, il y en a plein, il y a Dyneema par exemple, principalement, il y a plein de fabricants. Vous voyez, et là par contre, la différence, et vous allez le voir, voilà, on retrouve le même concept ici. Alors ça c'est un bouclier qui est pour nous le bouclier Defender, qui est un bouclier très léger, qui est pareil fait pour arrêter uniquement les armes de poing et la défense du domicile. Et dedans, on utilise effectivement, là, pas du Kevlar, mais du PEHD. Vous voyez, bah, pareil, on retrouve ce système, ici, de millefeuille. Voilà, cherchez pas, hein, c'est pas plus simple qu'un millefeuille, un gilet pare-balles. Hein. Un millefeuille, ici, effectivement, mais sauf que là, c'est du polyéthylène balistique, et on l'identifie parce qu'il est blanc. On l'identifie parce qu'il est blanc. Donc, vous voyez, c'est relativement fait à ça. Alors, le polyéthylène, bah, c'est du plastique, hein, tout simplement. C'est totalement anti-écolo. C'est du plastique à très haute résistance et qui va pouvoir effectivement stopper les balles. Même principe, à une couche, 2 couches, 3 couches, 10 couches, 20 couches, et puis pouf, la balle s'arrête. Comme c'est du plastique, vous allez me dire « Ah mais c'est génial donc comme ça on n'a plus le problème face à l'humidité du Kevlar. » Ouais, sauf que ça ne résiste pas très bien au feu. C'est du plastique. Plastique, ça brûle. Donc, alors ça s'enflamme pas comme une allumette non plus, hein, soyons clairs. Mais faire très attention à ça, parce que même s'il y a des polymères qui sont très difficiles à enflammer, on est quand même face à un matériau qui, lui, est capable de prendre feu, de se consumer. Et donc, effectivement, là, inconvénient. Donc, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore la solution du matériau absolu qui est anti-feu, anti-humidité, etc. On est obligé de faire un ratio en fonction des matériels qu'on veut porter. Si c'est un gilet discret, on va en parler tout de suite, un gilet discret, un gilet tactique, un bouclier, etc. On est sans arrêt en train de faire une espèce de synthèse entre le matériau qui serait le plus adapté par rapport au level de protection balistique qu'on veut. Donc, on vient de voir Kevlar, on vient de voir polyéthylène balistique, pour que vous puissiez voir par rapport à ça. Donc, ce qui est très important également, donc quand vous recevez, on a vu que quand on récupère un pack balistique comme ça, ici, donc on a dit que la chemise effectivement soit effectivement intacte, que les thermosoudures soient intactes, parce que vous avez le bac qui peut être totalement intact, mais là en fait ça non. Donc ça c'est très important, d'où le fait qu'il vaut mieux privilégier l'achat de matériaux neufs. Voilà, faites attention, parce que bon voilà, c'est un détail, mais tout se vend sur internet, mais absolument tout. Et ce qui est très important, enfin nous c'est important, par exemple là c'est une de nos usines avec lesquelles on travaille, Siamidis, et vous avez ici également normalement une étiquette complète qui vous indique effectivement le type du pack balistique, sa taille, son numéro de série, son level de protection. Et ici vous voyez par exemple on a un numéro de lot, un numéro de série, la date de fabrication. Ça c'est très important. Alors est-ce qu'on le voit bien là? Voilà.
La date de fabrication. Alors pourquoi c'est très important? Parce que les gilets pare-balles, ils ont une limite d'usage. Ils ont une limite d'usage. Alors pourquoi? Tout simplement pour deux raisons. D'abord, principalement parce que ce sont des matériaux qui sont portés tous les jours, soumis aux intempéries, soumis à tout un tas de choses. Donc le matériau va subir des grosses contraintes techniques. Donc au bout d'un moment, on peut douter de sa capacité à maintenir la protection contre les balles. Et puis, par ailleurs, il faut savoir que certains matériaux comme le Kevlar se dégradent au fur et à mesure des années. Et donc il y a une limite d'usage qui est introduite. Donc au jour d'aujourd'hui, nous, par rapport à nos produits sur specialoption.com, on est, entre autres avec Siamidis, on est sur des produits qui ont une durée de vie de 10 ans. Il y a de très très nombreux produits, au jour d'aujourd'hui, la limite c'est 5 ans. Voilà, c'est 5 ans. Donc faites aussi très attention à ça, parce que vous avez des gens qui proposent du pare-balles, et c'est du pare-balles qui traîne sur des étagères depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc quand vous l'achetez, s'il a une limite date de 5 ans, c'est pas la date d'achat, c'est la date de fabrication. Hein. Donc s'il traîne depuis 2 ans, etc., votre produit, en fait, il n'a pas 5 ans de durée de vie, il a 3 ans. Les 2 ans où il a traîné sur l'étagère, plus les 3 ans où vous le portez. Donc ça, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes avec des fabrications vraiment modernes, avec du matériau de qualité, en général, vous êtes sur 10 ans de durée de vie sur les produits. Et 10 ans, on parle bien du produit, hein, on ne parle pas d'une extension de garantie qui est donnée par le vendeur. On parle bien du produit qui a 10 ans de garantie. Nous, c'est garanti par certificat par le fabricant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Certificat à l'appui, voilà. Donc ça, c'est important. Donc, Kevlar ou polyéthylène suivant les cas. Ensuite, attention effectivement à l'état des packs balistiques. Ça c'est important pendant toute la durée de vie du produit. Hein. Les limites du Kevlar, ce que ça fait. Donc très bonne résistance balistique, très connue, on sait parfaitement l'utiliser pour faire des gilets très fins, très efficaces. Craint l'eau, mais par contre protège très bien du feu. Polyéthylène, la même chose, peut-être parfois un peu plus rigide, c'est la difficulté le Kevlar va être plus souple que le polyéthylène, donc par exemple pour faire des gilets très discrets, ça va être important. Excellente résistance mécanique aussi, très bonne résistance à l'eau, mais par contre effectivement ça reste du plastique, donc vis-à-vis de tout ce qui peut être voilà, flamme, incendie, bouteille incendiaire, enfin tout ce qu'on peut imaginer, dès qu'il y a de la flamme, bon méf un peu quand même, hein, voilà. Donc attention à ça. Donc voilà, principalement pour la synthèse à ce niveau-là. Alors, ces matériaux, Kevlar ou PEHD, on les utilise effectivement, comme je vous montrais tout à l'heure, pour faire des packs effectivement souples. Souples pourquoi? Parce que voilà, quand je prends le pack, effectivement, il va ici couvrir une partie de mon corps. Alors vous n'avez pas, à part si vous prenez une tenue de démineur, vous n'aurez pas une protection intégrale, hein, sinon vous n'arrivez plus à bouger avec. Hein. Quand on va vouloir faire du gilet souple, le but principal, c'est de faire du gilet qui va être discret. Alors, exemple type de gilet discret, ça va être un gilet comme celui-ci. Voilà. C'est-à-dire ça, c'est vraiment un des gilets les plus discrets qu'on puisse avoir. Les packs balistiques que vous connaissiez, que je vous ai montré tout à l'heure, sont insérés dans une chasuble. Alors chasuble, carrière, housse, enfin bon, après il y a plein de noms. Moi je dis plutôt chasuble. Ici qui est faite en tissu stretch. Voilà, donc totalement typiquement les t-shirts qu'on utilise pour faire du crossfit, etc. Donc respirant, très discret, et du coup, vous voyez, il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de bande de scratch qui permettent de l'ajuster, en tout cas sur ce modèle-là. Alors après, des variantes de gilets discrets, mon Dieu, mais il en existe des millions et des millions et des millions, donc là aussi, on ne va pas y passer la nuit. Hein. Mais principalement, voilà, un gilet discret, ça va avoir cette forme-là. Le but, c'est de le porter sous, effectivement, un t-shirt, sous une chemise, sous un parka, pour que ça ne se voit pas. Pour qu'on ne voit pas que vous êtes protégé, parce que dans certains cas, ça fera que effectivement l'assaillant va tirer au corps plutôt que de tirer à la tête, hein, par exemple, bien que atteindre une tête, même en tir de combat à courte distance, c'est pas gagné. Hein. Donc, faut pas fantasmer, on n'est pas dans John Wick. Hein. Là aussi, faites très attention avec tout Hollywood. J'adore les films d'action, mais alors pitié, 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 pitié. Toutes les techniques de combat qu'on voit dans John Wick, machin, etc., c'est pour faire visuel à la télé, quoi. Alors même si Keanu Reeves est un superbe athlète, mais en attendant, faites gaffe à ça, quoi, parce que, bon, voilà. Mais du coup, on le voit, donc du coup, ça rentre dans le cerveau, et du coup, on croit que c'est la vérité. Donc c'est là où ça pose problème. Toujours est-il donc, voilà, donc gilet très très discret, très très souple, très agréable à porter, donc ça, voilà. C'est typiquement le gilet que vont mettre des gardes du corps, que vont mettre des VIP,
Voilà, et ça peut être éventuellement des agents qui travaillent en civil, etc. Mais également du particulier qui veut effectivement être protégé sans que forcément ça se voit. Donc là, effectivement, on est sur du pack souple, qui va principalement, comme on l'a vu tout à l'heure, arrêter de l'arme de poing. C'est aussi dans certains cas, on va rajouter des couches supplémentaires pour résister au couteau. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement une capacité à stopper le couteau sur certains types de gilets qui sont dédiés à ça. Nous, par exemple, sur le même gilet là, on a un modèle qui est le XP qui arrête principalement les balles et qui va stopper éventuellement tout ce qui est attaques au cutter. Et puis on a le même modèle qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Le pack est un tout petit peu plus épais, qui est en AS400 et qui est fait pour stopper les attaques au couteau, les attaques de pique à glace. Donc un gilet n'est pas que par balle, un gilet discret, il peut être aussi par couteau. Et ça c'est très important en termes de menace aussi. Et puis dans les gilets discrets, enfin dans les gilets souples, on va après monter, on monte en gamme. On part sur des gilets très très discrets. Là je ne vais pas vous faire encore une fois tout le truc. Et puis on passe sur des gilets dits tactiques ou de combat, où là on va être sur des modèles qui se portent de manière visible, ostensible, mais qui sont équipés de passants môles pour pouvoir recevoir des poches, etc. et emmener plein de matériel sur soi. Donc même concept, sauf que ceux-là, ils sont équipés en dessous, ici, de poches, pour recevoir ce coup-ci les fameux inserts ici en polyéthylène haute densité ou céramique, et là on va commencer à parler de level 3, level 4, level 3++, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, gilet discret on l'a vu, pareil, gilet tactique, alors il en existe, tout le monde se fait la guerre, c'est moi qui ai le meilleur gilet, etc. Bon, voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là. Toujours est-il que, à partir de ce moment-là, on a, après le gilet très discret, on a des gilets intermédiaires, plus ou moins discrets, ensuite on passe carrément dans les gilets à usage tactique, comme je vous ai dit, qui permettent surtout de transbahuter effectivement énormément de poches, mais qui permettent aussi de pouvoir porter justement des plaques en supplément. Parce qu'évidemment, dans ce gilet discret-là, on ne peut pas mettre d'insert, c'est pas prévu. Donc celui-là ne peut être que souple et que à port discret, alors que l'autre peut éventuellement être utilisé dans un cas ou dans l'autre, en fonction de la menace. Ça c'est très important. Et puis également, un point très important, en level 3 contre les armes de poing, on a également tout ce qui est casque. Hein, tout ce qui est les casques balistiques. Alors, il y a aussi pareil, X modèles de casques. Bon, principalement nous on en fait 3. Celui-là c'est le plus avancé. C'est le Fast qui est le modèle type force spéciale parce qu'on peut greffer tout un tas de matériel sur les rails latéraux. On peut greffer des caméras ou des stroboscopes grâce au velcro qui est là. On a la possibilité pour les professionnels de monter des lunettes de vision nocturne à l'avant, etc., etc. Donc ça voilà. Et en fait, vous retrouvez sur ce modèle-là sur lequel on a fait des tanks balistiques. Hop, j'ai une partie de mon matériel qui est en train de se faire la malle, tout va bien. Vous retrouvez ici, voilà, là par exemple, on a tiré au calibre 45 dessus, directement sur le casque, comme on a tiré sur la visière ici. Casque d'intervention type GIGN. Hein. Et donc ici, vous voyez, directement, la balle est arrivée là, elle a tapé dedans, et vous voyez, vous reconnaissez maintenant, si vous avez suivi le début de la vidéo, vous savez que c'est un aramide. Là, en l'occurrence, c'est pas du Kevlar, c'est du Twaron. Voilà, hein, mais c'est un aramide jaune, donc c'est de l'aramide. Voilà, et à partir de ce moment-là, effectivement, on voit tout de suite, la balle a été stoppée, la structure du casque s'est déformée, et c'est normal, hein, il faut que la structure du casque se déforme pour absorber une partie d'énergie. Si elle ne se déformait pas, c'est votre corps qui prendrait toute l'énergie de l'impact. Et là, ça ferait des dégâts à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, voilà, la balle a été stoppée, il n'y a eu aucune pénétration. Voilà, tout simplement. Donc ça aussi, sur les casques. Alors sur les casques balistiques, là aussi, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Principalement, les casques balistiques arrêtent les éclats et arrêtent tout ce qui est arme de poing. Il commence à y avoir des évolutions de protection additionnelle ou de casques conçus dès le début pour arrêter certains calibres d'armes d'épaule, mais c'est très très lourd. C'est très spécialisé, très lourd, extrêmement cher. Et donc à partir de là, bon, c'est limité vraiment aux unités très très professionnelles qui ont des gros budgets. Il y a des casques en Russie qui arrêtent la K47 également, mais là c'est pareil, c'est très très spécialisé. Et également attention, parce que vous voyez des trucs superbes sur certaines vidéos, etc. Les gens fantasment énormément sur le matériel américain. C'est pas que le matériel américain est pas bien, mais c'est que n'oubliez pas qu'il y a énormément d'embargo à l'export de la part des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis exportent très peu de choses. Très peu de choses. Et quand certains matériels
sont exportables, ils sont à des prix mais astronomiques. C'est plus 450 € un casque, c'est 4500 €. C'est pas du tout la même. Voilà. Donc il y a effectivement que les Navy Seals, les Delta Force qui ont les moyens de se payer ce genre de choses. Donc c'est ça qui est très important à prendre en ligne de compte. Donc en protection, level 3, donc contre les armes de poing, gilet discret, gilet semi-discret, gilet tactique, casque éventuellement avec visière pour les professionnels, etc. Également donc en protection contre les couteaux. À partir du moment où on va commencer à rentrer, comme on a vu tout à l'heure, sur tout ce qui va être les munitions type munitions d'armes de guerre, hein, donc voilà, donc tout ce qui va être fusil, il va falloir se doter de packs rigides, de plaques rigides. Ça va être important pour stopper ces munitions-là. Un pack souple ne peut pas, un pack 3A ou en dessous, un pack souple ne peut pas stopper des armes d'épaule. Il commence à y avoir des packs souples, effectivement, qui sont capables d'arrêter les armes d'épaule, etc. Machin, sauf que c'est des trucs qui font l'épaisseur d'un annuaire téléphonique. Enfin bon, voilà. Pour l'instant, c'est très très dur à porter. C'est pas forcément. Ils font des. Plein de fabricants sont comment je pourrais dire, en travail là-dessus, mais c'est pareil. Ce sont des solutions techniques qui vont coûter très cher et qui vont être réservées principalement aux professionnels. Donc à partir de ce moment-là, aux unités qui ont beaucoup d'argent, aux États. Voilà. Donc quand on est particulier et qu'on veut se protéger, effectivement, il y a certaines solutions dont on peut entendre parler, mais qui pour l'instant ne sont pas accessibles, en fait. Et ça, il faut faire très attention à ce problème d'accessibilité au matériel, parce que tout n'est pas accessible n'importe comment. C'est ça qui est très très important à saisir aussi. Donc, dès qu'on va pouvoir stopper une arme d'épaule, il va falloir passer effectivement avec tout simplement des protections rigides. Donc, tout simplement, ici, on va retrouver principalement ce type d'insert. Alors, vous allez me dire, mais vous n'avez pas l'insert qui fait toute la taille du corps. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne fait pas toute la taille du corps, parce que déjà, cette plaque-là, rien que cette plaque-là qui est renforcée en céramique, c'est une plaque qui pèse 2 kg. Donc imaginez bien que vous en mettez une devant, une derrière, ça fait déjà 4 kg. Si vous mettez des céramiques plus petites sur les côtés, vous montez à 6 kg. Donc tout de suite, il va falloir bouger avec 6, 8, 10 kg. Et ça, encore une fois, c'est sans le reste du matériel qu'éventuellement vous mettez dessus. C'est pour ça que les gilets d'intervention des gens type GIGN Red atteignent des 25-30 kg avec les télécommunications, les munitions, les chargeurs, les trousses de secours, etc. Les gens arrivent à avoir 30 kg, 35 kg sur le dos. Ça commence à faire beaucoup. Donc, en ce qui concerne donc, les munitions d'armes d'épaule, pour les stopper, il faut utiliser ce type d'insert, ce type de plaques rigides, donc qui sont totalement effectivement rigides, alors qui vont être soit pour la classe 3 full polyéthylène les 3/4 du temps, donc on va être sur des choses qui font à peu près 2 cm d'épaisseur, qui vont peser à peu près dans les 1,5 kg, ça va arrêter tout jusqu'au 7,62 autant, voilà. Ensuite, on va rencontrer des munitions, et c'est ce que je vous expliquais, la différence entre level 3 et level 4, celle-ci c'est une level 4, hein, vous allez voir tout à l'heure, elle a été impactée à la Kalachnikov à 3 mètres. Hein. On va se retrouver avec donc un choix à faire, un ratio entre protection et mobilité. C'est-à-dire qu'un level 3 va peser 1,5 kg, un level 3++ qui est renforcé va peser 2 kg, et une classe 4 anti-munitions perforantes, comme on l'a vu tout à l'heure, va peser 2,4 kg, la plaque. Donc là aussi, voilà. Elles sont constituées de quoi? Principalement du polyéthylène, éventuellement renforcées avec de la céramique, c'est-à-dire de l'oxyde d'alumine ou du carbure de silice, principalement. Donc là aussi, je n'entrerai pas dans le débat parce que bon, on pourrait parler de carbure de boron aussi, mais là, on va aller très très loin. On va faire un feuilleté, même principe. Le système du millefeuille avec des feuilles de polyéthylène d'abord, puis une feuille de céramique ou une feuille de céramique et des feuilles de polyéthylène. La céramique ayant pour but de fracasser l'ogive, qui arrive très très vite, pour qu'ensuite, effectivement, elle soit stoppée, les éclats ou le reste de la munition qui est déstabilisée soit stoppé par du polyéthylène rigide. Donc, ces inserts-là, ils ont une taille qui est limitée, qui est standardisée par l'OTAN, pour but principalement de protéger ici hein, les zones vitales, c'est-à-dire le nœud cardiaque, zone pulmonaire, etc. Elle s'insère en général soit dans ce qu'on appelle des porte-plaques, donc là pareil, je vais pas perdre de temps sur tout ce qui est porte-plaques, etc., ou sur du gilet effectivement tactique,
où, comme je vous avais montré tout à l'heure, il y a une poche et on va donc insérer dans la poche et la plaque va être maintenue pour vous protéger effectivement toute la partie sternale, hein, sternum, etc., nœud cardiaque, zone pulmonaire, etc., et vous protéger des tirs d'AK. Principalement des tirs d'AK parce que c'est la grande menace de nos jours en Europe hein, quand même. Et donc, par rapport à ça, comme je vous disais, tout ce qui va être classe 3 va stopper effectivement l'AK-47 balle ordinaire, va stopper certaines 556, va stopper le 7,62 autant, va stopper, dans certains cas, j'ai tourné une vidéo, j'ai pas encore eu le temps de la poster, du calibre 12 à balle, hein, le fusil à pompe, ça c'est une menace très très réelle en France, et quand on parlait tout à l'heure de protocole NIJ, il faut savoir que le protocole NIJ ne tient pas compte des munitions de calibre 12 de chasse, bizarrement, voilà, mais alors que c'est une munition tout à fait réaliste. Donc, ce n'est pas pris en compte. Donc nous, on a fait des contre-tests pour justement dire, ok, elle résiste. Donc ça, c'est très important aussi à prendre en ligne de compte. C'est-à-dire que, encore une fois, les tests sont faits par rapport à des normes américaines qui prennent en compte des menaces typiquement américaines, alors que nous, on est en Europe, et que donc nos menaces peuvent être différentes. Ça, il ne faut pas perdre de vue. L'avantage aussi de ces plaques-là, c'est qu'elles sont rigides, qu'elles peuvent résister bien évidemment à tout ce qui est batte de baseball, tout ce qui est attaque au couteau, puisqu'elles sont totalement rigides, et également coups de hache, de machette, etc. Alors évidemment, la protection est limitée, mais ça va tenir également à ça. Juste pour vous montrer, quand on a effectivement ici une plaque de classe 4 qui est impactée, on va avoir ici, on le voit ici, vous allez le voir, j'espère que vous allez le voir de 3/4. Je ne sais pas si ça se voit bien. On voit la feuille de céramique qui est complètement éclatée. Qui est complètement éclatée ici. On a bien vu que la plaque a littéralement explosé de l'intérieur. La balle est arrivée, elle a explosé la plaque céramique, elle a été déstabilisée, elle a été ensuite tout simplement stoppée par l'épaisseur de polyéthylène qui ensuite vient derrière. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est les inserts rigides. Donc les inserts rigides, level 3, donc je vais éviter de me répéter. 3++, pourquoi? Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, le 3++ ne correspond pas à une norme NIJ, il y a 3 et 4. Le 3++, c'est des appellations commerciales, mais c'est pour des plaques de classe 3 qui ont été renforcées pour résister à certaines munitions spécifiques, j'y reviens. 7,62 Kalachnikov, un noyau acier doux, c'est-à-dire qu'ils sont en fait des munitions roumaines, certaines munitions effectivement qui ont été fabriquées comme ça, et dont la capacité de perforation excède les standards classiques. Donc les fabricants ont développé des modèles renforcés pour contrer ces munitions-là, et certaines 5,56 comme la SS-109 qui effectivement a des capacités de perforation extrêmes, et qui à partir de ce moment-là posent effectivement souci, parce qu'elle passe effectivement les classes 3 comme du beurre. Bon, la différence c'est que la SS-109 est une munition essentiellement militaire et à partir de ce moment-là, elle n'est pas accessible au public. Voilà. Donc oui, donc la l'AK-47, alors typiquement, justement, voici une plaque classe 4 qu'on a impactée avec 2 tirs d'AK-47 très rapprochés, comme vous pouvez le voir. Évidemment, zéro perforation. Je vous laisse voir quand même que effectivement, la plaque est bombée, donc même principe, hein, la plaque se déforme pour absorber une partie de l'énergie. Hein. Sinon, ça c'est très très important, la diffusion d'énergie. C'est le même concept que ce que vous avez sur une voiture. Vous savez que maintenant les voitures, l'avant se déforme, éclate, pour que justement, si votre voiture percute une autre, ça soit absorbé, l'énergie soit absorbée par la déformation des matériaux. Et ça vous évite à vous, physiquement, de prendre toute cette énergie dans la figure, en fait, hein, entre guillemets, dans le corps. Donc, plaque, tir, à l'époque on était à 3 mètres, 4 mètres, donc on a tiré effectivement la 7,62 Kalachnikov, et vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On voit que là c'est une plaque, donc level 4, on va voir ici, à l'intérieur, vous devez voir, je pense, des morceaux de la céramique, qui a effectivement éclaté, déstabilisé le noyau, et ensuite ça a été arrêté par le cœur qui est en polyéthylène. Voilà, tout simplement. Donc en fait, une couche de céramique et puis ensuite de la polyéthylène derrière. Donc, principalement, alors je vous refais un plan rapproché, je ne sais pas si ça se verra bien. Voilà. Voilà, c'est toujours un peu difficile en vidéo. Hein. Voilà. Donc, si on résume, les levels officiels, c'est 3 et 4. Ok? Voilà. C'est 3 et 4. Au milieu,
effectivement les 3++ qui ont été créés donc, pour effectivement stopper des menaces spécifiques et offrir une alternative en termes de poids, puisque comme on a dit, classe 3 à peu près 1,5 kg, classe 3++, on est à 2 kg, et classe 4, on est à 2,4 kg. Donc bien évidemment, en fonction du level en fonction de la menace qu'on anticipe, on choisit effectivement un équipement, et puis le poids va jouer sur notre mobilité. Hein. Il y a un ratio capacité physique de votre corps à porter tel poids en fonction de ce que vous avez à faire comme activité. C'est sûr que quelqu'un qui va faire une patrouille pendant des heures, et un militaire qui va faire des patrouilles pendant des heures, le poids va être plus important que un groupe d'intervention qui va arriver en véhicule, se projeter, taper tout de suite, et puis repartir. Forcément, le problématique n'est pas la même. Et puis évidemment la menace, hein. Forcément, qu'est-ce que l'adversaire a en face de vous. Donc ça c'est fondamental. Donc tous ces inserts-là, tous ces plaques rigides, s'insèrent soit dans des porte-plaques, soit dans des gilets, comme on a vu, tactiques, et vous permettent effectivement de les porter vous-même. Alors bien sûr, vous pouvez éventuellement les mettre dans un sac à dos, par exemple, hein, ça peut être une autre façon de le porter, en mode très discret, en mode urbaine. C'est vrai que nous, on a depuis longtemps développé un produit qui s'appelait Shield Wall, par exemple, hein, ici, qui sont effectivement des plaques qui sont destinées à être insérées dans un bête sac à dos. Et à partir de ce moment-là, bah, effectivement, alors certes, ça ne vous protège pas tout le corps, mais ça vous protège le dos si vous êtes amené à vous enfuir d'une zone de danger, ou alors vous pouvez l'utiliser comme bouclier, par exemple, hein, pour stopper, puisque par exemple dans le cas du Shield Wall, elles sont par balle et anti-couteau. Voilà, on peut l'utiliser en bouclier pour éventuellement se protéger si on voit la menace arriver. Donc ça peut être une version. Donc il y a les gilets pare-balles, les casques, les gilets souples, etc. Les plaques balistiques rigides pour stopper donc tout ce qui est armes d'épaule. Hein. Alors petit détail, faites attention à une petite nuance très importante. Il y a un certain nombre de plaques qui existent sous 2 standards. Alors je m'explique, je ne veux pas vous rendre plus confus, mais sachez que en fait, au jour d'aujourd'hui, nous, toutes les plaques qu'on vend sont des plaques dites stand-alone, c'est-à-dire que la plaque elle-même est capable d'arrêter les munitions toute seule. Les plaques ancienne génération, c'est des plaques qu'on appelle ICW, pour In Conjunction With, à utiliser en conjonction avec quoi? Bah avec un pack souple, c'est-à-dire qu'en fait, sur ces anciennes versions, qu'à mon sens vaut mieux éviter, qui existent, bah en fait, la munition arrive, perfore la plaque, et en fait, elle est finie d'être arrêtée par le pack souple, en fait. Donc ça détruit et la plaque et le pack souple. Voilà. C'était les premières solutions qu'on a trouvées dans les années 90, en fait, hein, pour vraiment stopper les fusils d'assaut. Et puis, les matériaux évoluant, on est arrivé sur la plaque standalone, où la plaque toute seule est capable d'arrêter toute seule l'intégralité de la munition. Voilà. Donc faites attention à ce petit détail-là, parce qu'il y a des gens qui jouent sur les prix, mais en oubliant de préciser que c'est du ICW et pas du standalone. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, comme des gens, pareil aussi, parlent souvent de prix en hors taxe et oublient les taxes, hein, oublient les 20% de TVA. C'est sûr que c'est plus alléchant. Hein, bon, voilà. Mais donc faire très attention à ça, parce qu'encore une fois, beaucoup d'armées déstockent du matériel, beaucoup d'armées vendent des lots de matériel qui sont au rebut, hein, c'est-à-dire qu'eux n'utilisent plus, ils les vendent au rebut. Et donc vous retrouvez ça qui court un peu partout sur internet, dans tous les états. Alors il y a des fois il y a des bonnes affaires, puis il y a des fois non. Donc soyez très très prudents avec ça. Donc le dernier élément qu'on peut utiliser effectivement, dans lequel on utilise des protections balistiques, donc là on a vu donc gilet discret, les inserts, les casques, etc. On a vu même la plaque de sac à dos. Bah, par exemple ça va être les boucliers, hein, les fameux boucliers. Alors ça aussi... ici, nous, on a une ou deux versions de boucliers qui sont destinées effectivement au grand public, pour la protection du domicile, mais aussi sécurité privée ou autre. Les boucliers sont exactement dans le même but. Alors, c'est différent, puisque là, le bouclier, vous ne le portez pas sur vous, vous le portez à bout de bras, hein, bien évidemment. Ici, sur un modèle comme celui-ci, on va le tenir ici avec le bras, et puis on va se protéger le corps avec. Mais c'est une solution additionnelle, que vous voyez beaucoup à la télé, hein, dans tous les films d'action où il y a des unités SWAT qui interviennent, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être très très utile
pour repousser des assaillants à domicile, pour effectivement des endroits où il y a effectivement des émeutes ou autres. Le bouclier, ça peut être une protection balistique additionnelle. Alors tous les boucliers ne sont pas balistiques, attention à ça aussi, hein. Les boucliers transparents des forces anti-émeutes par exemple, type CRS, ne sont pas balistiques, ils sont faits que pour résister aux jets de pierre, etc. Alors que les boucliers balistiques forcément sont tout de suite un petit peu plus épais, un petit peu plus lourds, ne sont pas transparents. Forcément, et donc à partir de là, voilà. Sachant que bon voilà, vous avez des solutions comme ça très compactes, boucliers qui pèsent 2,2 kg, dès qu'on monte un peu, les boucliers d'assaut super lourds que vous voyez à la télé ou dans des reportages spécialisés sont tout de suite des engins qui pèsent 15 et qui montent jusqu'à 30, 40, 50 kg, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment là encore une fois, et puis à des prix, ça reste des matériels destinés à des unités très spécialisées. Voilà, donc j'espère que on a pu, grâce à ça, faire un espèce de, comment je pourrais dire, de cours global sur la protection balistique, en allant du cadre légal, en passant par les normes NIJ, qui sont les plus courantes, en essayant de vous expliquer ce que c'est qu'effectivement un gilet souple, un gilet tactique, des plaques balistiques, les limites d'emploi que ça a, ce que ça peut faire, ce que ça ne peut pas faire. Sachez que le sujet est extrêmement complexe, il y a beaucoup de choses à dire encore. On n'a pas parlé par exemple effectivement du fait que les plaques sont toutes données, ou les packs balistiques sont donnés pour un nombre de tirs limité. En général, un pack balistique souple c'est donné pour à peu près tranquillement 2, 3 tirs, 4 tirs, et une plaque en général 5, 6 tirs au grand maximum, et ça dépend vraiment des fabrications. Donc voilà. Éventuellement, n'hésitez pas à laisser sur YouTube des commentaires, et puis on verra à ce moment-là si on peut vous répondre déjà, parce qu'il est question de temps, mais dans la mesure où on peut le faire, ou s'il faut qu'on développe éventuellement certains points dans des vidéos additionnelles, ce qu'on va essayer de faire en fonction du temps qui nous est imparti. Voilà, bon courage à vous, à très bientôt, et portez-vous bien.